L'Association des étudiantes et des étudiants de l'Université Laval, inscrits aux études supérieures, en collaboration avec l'Université Laval, a le plaisir de vous offrir les moments marquants d'une conférence présentée sous l'égide de la chaire publique de l'Allier le 20 mars 2003. Le thème proposé, le choc des civilisations selon Samuel P. Huntington. Dans la revue Foreign Affairs en 1993, Huntington, professeur à Harvard, prédit que dans le monde nouveau, les sources de conflits ne proviendront pas des différends idéologiques ni économiques. Selon lui, les grands conflits au sein de l'humanité n'auront pas lieu entre classes sociales, mais plutôt entre différentes civilisations. Avec la fin de la guerre froide, le choc des civilisations dominera la politique à l'échelle planétaire, dressant ainsi les lignes de front des batailles du futur. Ces différentes civilisations sont caractérisées par la culture et la religion. À la suite des événements du 11 septembre perpétrés aux États-Unis, cette thèse a été remise sur la table pour expliquer ces événements, notamment après les discours de la Maison-Blanche et de Ben Laden. Plusieurs intellectuels s'y opposent car elle évacuerait la dimension historique et politique des conflits. Face à cette divergence d'opinion, peut-on continuer à expliquer les attentats du 11 septembre par la thèse de Samuel Huntington? Avons-nous assisté à un premier choc des civilisations? Peut-on penser que cette vision n'est que caricaturale et ne permet donc pas d'expliquer ces attentats? Pour aborder cette question, nous recevons messieurs Sohaïl Cash, professeur associé à l'Université Laval, Louis Balthazar, professeur en sciences politiques à l'Université Laval, et Guy Saint-Michel, coordonnateur des programmes d'animation religieuse à l'Université Laval. L'an dernier, dans la présentation que Mme Hudon vient de faire, elle rappelle une thèse, et je me souviens que l'an dernier, j'ai participé comme observateur, et non pas comme personne ressource. J'ai participé à plusieurs débats qui ont eu lieu ici à l'Université Laval dans le prolongement des événements qui s'étaient produits en septembre 2001. Et je me souviens d'un certain panel où il y avait eu des débats très houleux parce que certaines personnes disaient que le fond du problème que nous vivons actuellement, c'est un problème de justice. C'est un problème de répartition des chances pour se partager la vie, le bien-être, depuis les richesses, depuis les ressources alimentaires, en passant par l'éducation, jusqu'à l'argent, les relations, l'influence internationale, etc. Et que c'était, dans le fond, on assistait comme à un choc entre les deux grandes cultures, je dirais, la culture de la pauvreté, de la misère, qui se voit continuellement humiliée et exploitée, et la culture de la richesse, qui, elle, se nourrit d'arrogance et qui se nourrit d'un certain manque de conscience en étalant ouvertement sa richesse et sa puissance qu'elle a acquise en grande partie sur le dos des peuples qu'elle exploite. Alors, personnellement, je partage beaucoup cette thèse-là. Je ne suis pas un spécialiste, comme je vous disais, de la géopolitique, mais j'ai lu avec intérêt la thèse de Samuel Huntington, Le choc des civilisations. Lui-même, dans l'introduction de cette édition de sa thèse, il prend la peine de souligner que dans l'article qu'il a publié dans Foreign Affairs au début, le titre était suivi d'un point d'interrogation. Et il essaie de jouer là-dessus pour expliquer qu'il n'aurait pas dû recevoir toutes les réactions négatives qu'il a reçues. Personnellement, qu'il y ait ou non un point d'interrogation, là où je me suis un petit peu plus réconcilié, c'est lorsqu'à la fin de son livre, dans les toutes dernières pages, il va abandonner l'approche, le choc des civilisations pour parler des chocs intercivilisations, les chocs entre les civilisations. Et là, je pense que l'histoire humaine est marquée depuis le début de chocs intercivilisationnels à différentes échelles, mais depuis l'homme de Cro-Magnon jusqu'aux bombardements qui ont débuté hier soir, on est toujours un petit peu dans la même logique. L'homme qui sort de sa caverne avec une plus grosse matraque ou une matraque, un gourdin plus neuf que celui de son voisin et qui l'avertit « Je cours plus vite que toi, je suis plus grand que toi, plus fort que toi, alors fais attention à toi, je vais être capable de m'emparer de ce qui t'appartient. » Et l'histoire n'a pas beaucoup évolué jusque-là. Sauf qu'entre-temps, l'effet de la civilisation, ça a été d'essayer de gérer ces rapports de violence, ces rapports d'antithèse, ces rapports de confrontation qui ont marqué l'histoire de l'humanité.
Le choc des civilisations, pour moi, c'est un titre qui est catastrophique, qui évoque une catastrophe, et c'est ce qui me rend mal à l'aise, parce que c'est comme si, au point de départ, on prenait pour acquis qu'il n'y avait aucune issue possible, ou presque pas d'issue possible. Et j'ai lu le livre de Samuel Huntington avec l'impression qu'il y avait comme une espèce de dose de fatalisme dans ce livre-là. Et là où il y avait certaines, c'est ma lecture, là où il y avait certaines lueurs, je dirais, d'espérance, c'est lorsque Huntington propose des solutions ou fait des mises en garde pour attirer l'attention des Occidentaux sur les moyens à prendre pour, comment je pourrais dire, donc, faire face à l'écroulement de l'hégémonie de l'Occident, à l'écroulement de la superpuissance de l'impérialisme américain. C'est des termes qu'il emploie dans son livre, mais tout en cherchant à protéger, c'est un peu comme s'il redéployait à l'ensemble de l'Occident une espèce d'attitude ou de méthode, de manière de penser isolationniste. Si l'Occident est capable de sauver sa mise, ce sera déjà ça de prix. L'autre chose qui m'a un peu agacé, qui me paraît un peu catastrophique dans son livre, c'est que le livre est très bien documenté. Il cite énormément de faits qui ont marqué l'histoire, et n'importe quelle personne qui s'intéresse à l'actualité, même sans être des étudiants ou des professeurs en sociologie ou en histoire ou en politique, quelqu'un qui suit le moindrement l'actualité, là, va reconnaître beaucoup d'événements. On va se retrouver dans beaucoup d'événements qu'il va citer. Toutes ces affirmations se basent sur la lecture et l'interprétation qu'il fait d'événements. Et moi, une chose qui m'a un peu agacé, vous voyez, c'est que comment je pourrais dire, donc, il prend à partie, à certains moments donnés, deux grandes civilisations. La Chine, qu'il appelle habituellement dans son livre la civilisation confucéenne, ou l'islam, ou la civilisation musulmane. Alors là, à un moment donné, il y a un long développement où il analyse certains conflits qui ont marqué les 20 dernières années de l'histoire du monde. Et dans ces conflits-là, lorsqu'il arrive à faire la longue analyse de la situation en Serbie, Croatie et Bosnie, là, on s'aperçoit qu'il y a ce que moi j'ai noté tout au long de mon livre, l'approche du deux poids, deux mesures. Il passe très vite sur les tares ou les défauts ou les responsabilités des Serbes par rapport à ce qui s'est passé dans leur pays, les Serbes orthodoxes majoritairement et les Croates majoritairement catholiques. Mais lorsqu'il analyse la situation de la Bosnie, là, comment je pourrais dire, donc, il n'excuse pas grand-chose et il ne laisse pas penser grand-chose. Par contre, j'ai trouvé, vous voyez, que son livre était révélateur et signifiant, comme je viens de le dire, parce qu'il s'appuie sur des faits, qu'il les lit et qu'il les interprète. Étant exégète de formation, vous voyez, j'ai appris que dans l'interprétation que l'on peut donner d'un donné théologique, par exemple comme tel livre de la Bible ou telle portion du Coran, vous voyez, votre théologie va être fortement influencée, votre discours va être fortement structuré autour des citations que vous allez privilégier. Alors, je me suis surpris en lisant ce livre à me dire pourquoi ne parle-t-il pas de tel événement? Pourquoi parle-t-il à peine, par exemple, de l'enlisement des Américains au Vietnam alors qu'il s'étend sur celui des Russes en Afghanistan? C'est un exemple que je donne. Pourquoi attaque-t-il constamment, vous voyez, l'islam dans ses différentes manifestations sociopolitiques, dans différents conflits où elle a été aux prises avec d'autres partis, et qu'il ne parle jamais de la situation en Israël-Palestine actuellement? Je prends le mot spiritualité dans son sens très fort, non pas dans le sens de s'agenouiller pour prier. Je prends le mot spiritualité dans un sens très fort. Derrière le mot spiritualité, il y a le mot souffle, souffle de vie. La spiritualité, vous voyez, ce sont toutes les valeurs qui vont donner du souffle à quelqu'un, qui vont donner un sens, qui vont donner de la densité à sa vie.
Et la religion, c'est simplement une façon de vivre la spiritualité en relation plus ou moins directe, plus ou moins, comment je pourrais dire, définie avec une réalité ultime que je vais appeler ici rapidement Dieu. Mais tout être humain est appelé à vivre des formes de spiritualité, c'est-à-dire d'être en contact et de structurer sa vie avec le sacré. Les religions ont tout comme sagesse, comme trésor de sagesse, pour aider les hommes et les femmes à vivre leurs engagements humains, pour travailler à la promotion de tout ce qui garantit la dignité, le bien-être, la sécurité et le développement des personnes, des institutions et des sociétés. Elles ont tout ce qu'il faut pour le faire. Malheureusement, on dirait qu'on est un petit peu, on se laisse facilement impressionner par le premier beau parleur qui passe. J'espère ne pas en être un en ce moment. Il s'agit que quelqu'un crie « Ah, au nom d'Allah, je vais aller me garrocher dans une tour » et on prend pour acquis que c'est l'islam qui est en cause. Et l'autre répond « Au nom de Dieu, je bombarde Bagdad. Que Dieu soit avec nous et qu'il nous protège. » Ce n'est pas parce que quelqu'un va à une église, prend une attitude de prière et de recueillement, et qu'il a Dieu à la bouche à toutes les deux phrases, qu'il faut croire qu'il est en train de nous parler de Dieu. Nous vous remercions d'avoir pu gruger cette soirée dans votre horaire. Vous êtes très sollicité ces jours-ci, M. Balthazar, et nous apprécions toujours vos commentaires. Alors, merci d'être avec nous. La parole est à vous. Merci beaucoup et je vous remercie de m'avoir invité aussi. Ça me fait grand plaisir de venir ici dans mon université. Ce qui caractérise l'attitude américaine, la mission universelle que se donnent les États-Unis par rapport à ce que disaient les Britanniques, les Français et les autres, c'est qu'au lieu de dire « notre culture est la meilleure et nous allons l'imposer aux autres », ils proposent quelque chose d'à la fois plus candide et plus pernicieux. Ils disent « nous avons découvert le paradis perdu ». Notre mission providentielle, animée par un fort courant religieux fondamentaliste dès le début, notre mission providentielle nous a amenés à rejeter tout ce qui est mauvais dans l'histoire européenne décadente et à construire un nouveau monde, à construire un mode de vie fondé sur la liberté des individus et qui est un mode de vie qui devrait convenir à tout le monde. Alors, un Américain va vous dire « l'American way of life, c'est pas un way of life par rapport aux autres, c'est la façon la plus humaine de vivre dans le monde. » Alors, je dis, c'est candide, n'est-ce pas, très idéaliste, mais en même temps plus pernicieux, parce que jamais un Français, ni un Britannique, ni un Allemand, au plus fort de leur volonté de domination du monde, n'ont osé nier que l'autre existait. Les Américains nient que les autres existent. Il n'y a plus d'Allemands, d'Irlandais, d'Italiens, etc., parce que tout ce monde peut adopter éventuellement le mode de vie américain et être heureux. Et malheureusement, cette idée fausse, aberrante, tout ce que vous voudrez, a été confirmée en grande partie par l'immigration, parce que des cohortes successives d'émigrants sont venus aux États-Unis, de toutes sortes de pays dans le monde, ont adopté le mode de vie américain et se sont faits américains. Alors les Américains sont capables de dire, mais mon Dieu, si ce Chinois qui est à San Francisco s'est fait américain, pourquoi pas la Chine tout entière ne se ferait-elle pas un jour américaine? Voilà l'idéal, voilà le mode de vie. Alors j'en arrive à Huntington, parce que règle générale, encore une fois, ce qu'on peut reprocher à la diplomatie américaine, c'est sa myopie culturelle, sa difficulté, sa réticence ou son incapacité de prendre conscience de l'hétérogénéité culturelle du monde. Et voilà la faillite de la diplomatie américaine, parce que pour faire de la diplomatie, il faut être capable de parler aux autres, de faire des compromis avec les autres et
dans une façon minimale de respecter les cultures des autres. Alors, les Américains vont vous dire, mais non, ça n'existe pas, ça, les cultures. Vous voyez, il y en a plusieurs ici chez nous. Or, Huntington, on peut lui reprocher bien des choses, mais il a saisi l'hétérogénéité culturelle du monde. Et surtout dans ce contexte d'après-guerre froide, il se pose la question, qu'est-ce qui alimente les conflits dans le monde? Évidemment, Huntington se donne, parce qu'il intitule son ouvrage « The Clash of Civilization », parce qu'il est un réaliste, et un réaliste pessimiste, qui voit qu'il y a eu toujours des conflits dans le monde, et il lui apparaît qu'en dépit des efforts qu'on peut faire, il y en aura probablement toujours. Alors, il se pose la question, qu'est-ce qui fait qu'il y a des conflits? Et il cherche, comme plusieurs spécialistes des relations internationales l'ont fait, plusieurs Américains en particulier l'ont fait, il cherche un nouveau paradigme, c'est-à-dire une sorte de nouveau modèle explicatif du système international. Et il dit, nous, pendant 40 ans, depuis la Deuxième Guerre mondiale, nous avions le paradigme du containment, de la guerre froide, de l'endiguement. Il y avait l'Union soviétique qui représentait un monde qui ne faisait pas notre affaire, et nous nous sommes donnés comme objectif de contenir l'Union soviétique, de les dissuader, etc. Et donc, on faisait une lecture du monde comme ceci. On disait, il y a l'Est et l'Ouest. C'est un peu superficiel, ce n'était pas vraiment l'Est et l'Ouest, mais on disait, il y a le monde libéral des grandes puissances industrielles, capitalistes, ou à peu près capitalistes, ou socialistes d'État, et il y a le monde communisme inspiré par le marxisme-léninisme. Et puis, il y a une troisième composante de notre monde, il y a le tiers-monde, des pays en voie de développement, moins développés que les autres, et qui ne veulent pas s'inféoder à un bloc ou à l'autre, mais qui, malheureusement, pour eux, ont presque toujours été l'objet des rivalités entre les Soviétiques et les Américains. Bon, ça, c'était le monde qu'on essayait d'analyser jusqu'à 1989. Après 1989, qu'est-ce qu'on voit? Et là, Huntington cherche des modèles, il dit « Est-Ouest, ça ne marche plus ». Il y a des gens qui ont proposé l'idée d'un seul monde. Nous sommes tous semblables maintenant. Nous vivons tous dans la même planète et on va unifier le monde. Huntington dit ceci est très artificiel. Et ceci, d'ailleurs, encourage tous ces Américains qui croient bien naïvement que les autres cultures n'existent pas. Et il dit, on pourrait aussi dire, il y a 184 États à l'époque où il écrit son livre qui sont en rivalité constante dans le monde. Ça non plus, ça n'explique pas bien les conflits qui existent. Et il s'aperçoit que l'identité culturelle joue un grand rôle, qu'à peu près la moitié des conflits qui ont eu lieu durant les années 90 ont été animés par des identités culturelles. Et il dit donc il faut reconnaître ça, rien ne sert de rêver en couleur. L'identité culturelle est quelque chose de très profond chez les gens, conditionne souvent leurs amitiés, leurs inimitiés, leurs choix, et souvent, et c'est indéniable, les identités culturelles ont été façonnées par les religions. Ce qui ne veut pas dire que le message évangélique est toujours derrière les Irlandais catholiques ou derrière les orthodoxes serbes, ou que le Coran, dans toute sa pureté, est derrière tout ce que font les musulmans dans le monde, ou que la religion hindouiste, dans ce qu'elle a produit de plus pur, de plus spirituel, est derrière la politique de l'Inde. Ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire que le christianisme a contribué à former la culture des pays d'Europe et des États-Unis. Encore une fois, il faut dissocier religion et utilisation culturelle de la religion. Et c'est ça que Huntington, qui n'est, j'imagine, pas un homme très religieux, lui, c'est ça qu'il analyse. Il le voit, il voit des effets. Et
il dit, c'est parfois susceptible de provoquer des conflits. C'est même la chose qui explique davantage les conflits. Et malheureusement, les événements lui donnent raison. On pourra revenir là-dessus, je suis sûr que plusieurs ne seront pas d'accord. Ben Laden ne défendait pas les damnés de la terre, les pauvres de ce monde. Ben Laden défendait une conception particulièrement radicale, fanatique, exacerbée de l'islam, qui s'enracine bien sûr dans une intolérance, dans un mépris occidental envers l'islam, mais pas la cause de la pauvreté. Cet homme-là était riche et bénéficiait de beaucoup d'argent pour faire ce qu'il avait à faire. Mais il utilise la religion et malheureusement avec un certain succès. Et je suis obligé de voir que les fondamentalistes américains, qui fort heureusement ne sont pas la majorité du pays, mais qui ont quand même une certaine influence, utilisent aussi abondamment la religion. Donc, conflit de civilisation, oui, c'est indéniable, mais ça ne veut pas dire qu'on dit que c'est une bonne chose et qu'il faut alimenter et entretenir les conflits de civilisation, bien au contraire. Merci. Je crois que M. Huntington n'a pas le monopole de la chose, surtout qu'il n'a même pas défini la civilisation, ce que c'est. Donc, je vais parler en général de trois choses. D'une part, sur le problème de civilisation, comment ça se pose pour moi, théoriquement, en fonction de la culture, parce que j'ai intitulé mon intervention « Choc de civilisation ou dialogue de culture », ce qui est à la mode maintenant, surtout au sommet de la francophonie, parce que c'était le thème qui remplaçait Huntington. À la place de la guerre, on va dialoguer. Et deuxièmement, sur le contexte de Huntington lui-même, ses hypothèses de travail, en fonction de l'histoire de la pensée en la matière. Notamment, je vais prendre dans les modernes, surtout Oswald Spengler, le déclin de l'Occident. Et troisième point, je vais faire le lien avec tout ça, avec la conjoncture actuelle, parce que malheureusement, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est que Huntington a un impact quelconque, que ce soit aux États-Unis, soit chez les adversaires des États-Unis qui, comme disait Sartre dans le temps, « oh, que les gens lisent vite ». Donc, une façon de dire qu'on passe au vulgaire avant de vérifier les fondements conceptuels. Pour donc ce qui est du premier niveau, à savoir le concept de civilisation, en fonction de concept de culture, c'est quelque chose qui, dans deux traditions, dans la tradition occidentale, ça remonte à Goethe, dont s'est inspiré Spengler, qui lui faisait la distinction entre le devenir et le devenu, M. Goethe. Une idée qui a été reprise par Oswald Spengler pour faire la différence entre ce qui est de la nature et ce qui est de l'histoire. Et de conclure que ce qui est de la nature, c'est ce qui n'est pas civilisé, donc c'est mécanique. Alors, ce qui existe, pour lui, c'est plutôt le culturel, la culture. C'est quelque chose de plus petit que l'humanité, mais plus grand que la nation. Et c'est des entités vivantes, organiques, d'où l'hypothèse qui a été reprochée à Spengler d'être biologiste. Parce que lorsqu'on parle de déclin de l'Empire ou de déclin de la civilisation, comme Paul Kennedy qui a commis une chose là-dessus, c'est qu'il y a une connotation derrière ça, biologique, qui vient dire que si quelque chose meurt, ça veut dire que c'est comme un être vivant. Donc c'est inspiré épistémologiquement de la biologie appliquée à l'histoire, malheureusement. Sauf que la tentative de Spengler était liée au mauvais souvenir de l'expérience allemande
de 1933, où il a commis un bouquin sur les années décisives qui correspondaient exactement à la montée de Hitler au pouvoir. Et comme par hasard, il a soulevé dans le déclin de l'Occident 8 civilisations, exactement comme M. Huntington, sauf que Huntington n'est pas décidé sur le fait s'il y a une civilisation africaine ou pas. Il n'a pas encore tranché. Donc, la différence avec Spengler, c'est que Spengler considère que la culture, qui est l'esprit d'un peuple, commence son déclin ou meurt lorsqu'il devient civilisation. Ça, c'est un point de désaccord, disons, avec Huntington. Huntington, pour lui, la civilisation, c'est le début de sa guerre contre l'islam, entre autres. Alors, on va voir. Je fais le lien avec des penseurs classiques qui se sont tentés à la faire. Notamment, je fais référence à 3, dont un arabe et 2 occidentaux. L'arabe, c'est Ibn Khaldoun, autour de 1300, qui, dans son discours sur l'histoire universelle, a tenté de définir ce que c'est le Umran. C'est la traduction arabe de civilisation. Et ça, c'est quelque chose d'élaboré et fondé. On peut discuter là-dessus ou pas, mais il y a une définition théorique et appliquée à l'histoire universelle, et qui est fondée surtout sur l'esprit de corps. Et donc, à partir de ce concept d'esprit de corps, ils appellent ça asabiya en arabe, il essaye d'expliquer le moteur de l'histoire, comment les États naissent et puis meurent. Donc c'est une explication historique et non pas biologique à la Spengler. Je tiens à préciser ça. C'est historique. Donc, il rentre dans un terrain d'expliquer la naissance et la dégénérescence des dynasties au pouvoir qui fondent des États. Ce qui n'était pas le domaine, par exemple, de Machiavel. Machiavel, dans son livre Le Prince, ne s'est intéressé que seulement aux principautés qui sont gagnées par la vertu, alors qu'il laisse de côté les principautés héréditaires. Et 2 autres tentatives occidentales qui ont posé le problème, à savoir la tentative de Karl Marx, qui, lui, à la place de concept de civilisation, a employé le mode de production, qui englobe un tout. Ce n'est pas comme pensent certains que c'est économique seulement. Pour Marx, c'est économique, politique et idéologique, le mode de production. Sauf que dans ce mode de production, d'après lui, c'est l'économique qui est déterminant. Et c'est là où Huntington essaye de répondre, comme quoi on ne peut pas expliquer tous les événements de l'histoire par le facteur économique. Par exemple, selon Huntington, on ne peut pas dire actuellement que Bush est en Irak pour les 200 milliards de gisements de pétrole qu'on a découverts du côté de Bosra. Ça, c'est une explication, pour lui, économiste vulgaire. Il est là pour imposer la démocratie, comme disait Aristote dans la rhétorique, dans un de ses chapitres, est-ce qu'on peut imposer la démocratie aux autres par des façons non démocratiques? Et donc, il y a la tentative de Marx, que vous soyez d'accord avec ça ou pas, même si c'est maintenant révolu comme approche. Et il y a l'explication de Max Weber, qui lui a essayé de penser en termes de civilisation comparée. Qu'est-ce qui fait que l'Occident a eu l'avantage sur les autres civilisations, entre guillemets, d'avoir connu cette chose qui s'appelle la modernité, qui est le lot de l'Occident et non pas des autres civilisations. Là où je veux en venir avec ça, c'est le lien avec la conjoncture actuelle. On disait que la France et la Chine et Moscou ont pris position, ils sont fâchés contre les Américains, c'est une guerre illégitime, d'après eux. Et ça m'a rappelé un peu Staline pendant la
période de Stalingrad, la bataille de Stalingrad, on lui disait « Le pape n'est pas d'accord avec votre façon de procéder sur le plan militaire. » Il a dit « Mais ce gars-là, il a combien de chars ?» Et c'est là la catastrophe actuelle au niveau du déséquilibre au niveau mondial. C'est-à-dire, je me rappelle que du temps de la guerre de Suez en 1956, lorsque l'ex-empire britannique et l'ex-empire français, avec Israël, ont décidé d'envahir l'Égypte, ce n'est pas l'Égypte qui a pu triompher. Il y avait à l'époque Eisenhower du côté américain et Khrouchtchev, mine de rien, qui a envoyé un message à Eden, qui était Premier ministre britannique, lui disant « Vous avez 24 heures pour vous retirer, sinon j'ai mes fusées sur Londres, mes missiles. » C'est ce qu'on... Lorsqu'on parle d'équilibre des forces au niveau international, on assiste actuellement à un déséquilibre total sur le plan international, au moins depuis l'effondrement de l'ex-Union soviétique. On n'est plus dans le monde ni bipolaire, ni multipolaire. Et c'est ça ce qu'on essaye de réfléchir actuellement. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont lancé, pour réfléchir la nouvelle conjoncture, le concept d'empire, pour expliquer ce que sont devenus les États-Unis à l'étape actuelle. Par exemple, ça c'est l'hypothèse d'un certain Antonio Negri, qui est en prison actuellement en Italie, mais qui participe avec Michael Hart sur ses recherches. Et il y a une hypothèse qui dit que c'est un État-monde qui est en train de naître aux États-Unis. Moi, mon hypothèse, je l'ai avancée dans un de mes articles, j'accuse ou je prétends qu'on assiste à la naissance d'un État totalisant aux États-Unis, ce qui est nouveau, c'est-à-dire c'est l'héritier de plusieurs empires. Et là, en matière d'empire, je peux me conférer ou discuter des heures entières. Je peux vous Est-ce que dire... vous voulez vous identifier? Oui, mon nom est André Doré. Je suis un enseignant à la retraite. Les grandes cultures ont-elles un avenir autre que celui d'être moteur d'une catastrophe appréhendée entre civilisations? Si elles ne renvoient pas chacun des humains à sa propre conscience dans un cheminement de toutes nos individualités mises en réseau. Voilà de quoi faire un tout autre programme, oui, voilà. Est-ce que vous voulez, M. Balthazar, répondre en premier? Je veux bien. Pour ce que vous avez dit, que toutes les cultures doivent renvoyer l'individu à sa propre conscience, je veux bien. Mais il y a dans la définition même de culture, je ne sais pas quelle définition va donner M. Cash, mais pour moi, en tout cas, il y a la notion de solidarité et de vivre ensemble. On a beau concevoir un idéal humanitaire, d'unification de l'humanité, qui est très beau, j'en suis, nous sommes tous humains, bon. Mais en pratique, les gens vivent ensemble, en nation, en État, et ce n'est pas un hasard. Bien sûr, souvent, on est obligé de vivre là où on est, mais moi, je ne suis pas d'accord qu'on pourrait, au hasard, comme ça, là, tirer du chapeau des gens dont on déciderait qu'ils vivraient ensemble dans des États de droit. S'il y a des nations, c'est parce que des habitudes de vivre, de vouloir vivre collectif, se sont pris entre les peuples. Et ça existe pour moi, des cultures. C'est pour ça que j'attribue un certain mérite à Huntington. C'est pas dans la mesure où il dit « il faut se battre », mais où il dit « les cultures existent ». Et une civilisation, ben, c'est un ensemble de cultures qui se ressemblent un peu. C'est pas autre chose que ça. Il y a des différences dans le monde. Et moi, je trouve que le modèle de Huntington m'aide à dénoncer ce que font les Américains présentement. C'est-à-dire imposer un modèle particulier à un pays qui est profondément autre. Je ne sais pas ce que Huntington, c'est un homme de droite, il approuve probablement l'action américaine à l'heure actuelle. Mais ce que je prends dans son livre, c'est nous ne gagnons rien à se fermer les yeux
sur les différences profondes qui existent entre les civilisations et que nous gagnerons tout, au contraire, à nous respecter comme différents. Et on peut se faire un modèle de paix dans le monde, mais un modèle qui serait fondé sur l'hétérogénéité de ce monde et non pas sur un idéal futile, à mon avis, à l'heure actuelle, et même dangereux, de faire comme si ça n'existe pas. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Je m'appelle Ali Dahan et j'étais diplomate en Irak, aux États-Unis et en Somalie. Quant à la situation actuelle, il me semble qu'il ressemble à beaucoup de choses comme les années 30. Dans les années 30, on savait qu'Hitler basait sa politique sur la différence culturelle et religieuse. Ses boucs émissaires étaient les témoins de Jéhovah, nos frères juifs et les gitans. Aujourd'hui, force est de constater que les boucs émissaires, qu'on le veuille ou pas, c'est tout musulman. 1,2 milliard et 200 millions de personnes, du jour au lendemain, sont devenues malheureusement, pour les intégristes religieux qui gouvernent actuellement les États-Unis d'Amérique, comme étant tous des terroristes. Or, qu'on sait bien, ok? Les religions, qu'ils soient le judaïsme, l'islam, le christianisme, l'hindouisme, le bouddhisme, le taoïsme, même ceux qui ne sont pas monolithiques, sont toutes pour la paix. Okay? Cependant, ils utilisent cette religion, cet intégrisme religieux, pour essayer de mettre leur mainmise sur les richesses des pays en développement et en toute légalité. Et quand il y a 1 million d'enfants d'Irakiens qui sont morts, ça, on l'appelle un holocauste. Parce que, comme vous savez aussi bien que moi, entre 1933, lorsque Hitler est arrivé au pouvoir, jusqu'en juillet 1942, il y avait moins des enfants morts des 3 bêtes noires d'Hitler, qu'on appelait les gitans, les témoins de Jéhovah et les juifs. Donc, imaginez, fermez bien les yeux pour une seconde et pensez aujourd'hui que ces enfants irakiens sont les vôtres, sont des occidentaux, et vous allez voir les drames qui ont été faits au nom de la communauté internationale depuis 1990. Et comme si c'était rien. Je connaissais pas Huntington avant que je lise son article ce soir, mais j'ai eu l'impression, puis je vous pose la question, qu'il s'inscrivait peut-être un peu dans la clique, même s'il dénonce un peu peut-être la thèse de Fukuyama au début de son article, qui s'inscrivait un peu dans cette clique de néoconservateurs des États-Unis, un peu de droite, qui tourne autour du Parti républicain. Puis par là, est-ce qu'il ne vient pas s'inscrire un peu, excusez de vulgariser de même, là, mais s'il ne vient pas un peu défendre l'hégémonie culturelle, un peu la politique d'interventionnisme un peu typique des républicains, par là? Est-ce qu'en se rattachant, s'il se rattache? Le rapport si on peut employer provisoirement le terme empire américain, jusqu'à nouvel ordre, puisque l'État totalisant, c'est un peu... Et j'ai employé le terme totalisant et pas totalitaire, c'est toute la nuance. Ouais. Et donc, si on emploie provisoirement le terme d'empire américain, il avait des rapports complexes avec l'islam, depuis, je dirais, la Deuxième Guerre mondiale. D'abord, ça c'est un des éléments totalisants, à mon avis, dans l'expérience allemande des années 30. Je ne crois pas que tous les Allemands étaient convaincus que les Juifs étaient l'ennemi de la nation et qu'il va bouffer l'Allemagne. Mais pour le régime nazi, créer un ennemi fictif ou réel, ça créait un consensus, une solidarité, un esprit de corps interne nécessaire pour mobiliser les gens et pour effacer les humiliations du traité de Versailles. Et c'était ça le génie de
le mauvais génie des nazis. Or, à ce niveau, toute comparaison relative à ce niveau, à cet élément, essentiellement, aux États-Unis, il y a quelque chose de cet ordre comme élément. Dans les années 50, rappelez-vous le McCarthyisme. On a créé, à l'époque, un ennemi fictif. C'est comme si vous me dites, je ne sais pas qui était le fondateur du Parti communiste canadien ici, M. Rose ou je ne sais pas quoi, qui, dans les années 50, menaçait l'autorité de je ne sais pas qui. Donc c'était amplifier le danger extérieur. Ça avait une fonction interne. Et à cette époque, c'est-à-dire des années 50, où le communisme était la bête noire dans la politique étrangère des États-Unis, on s'est servi de l'islam. Rappelez-vous le système d'alliance des années 50. Moi, je viens de la région du Proche-Orient. L'alliance, ce qu'on appelle à l'époque le pacte de Bagdad, créé par Eisenhower, s'était dirigé contre l'Union soviétique, encerclé par les pays de la région, l'Iran du Shah, le Bagdad, qui était royaliste à l'époque, la Jordanie, le Liban, contre l'Union soviétique. Et l'islam était un outil essentiel, idéologique, de contrer l'expansion du communisme dans les pays pauvres. On s'est servi de ça pendant longtemps. On m'a demandé qui était Huntington. C'est un conservateur, bien sûr. C'est quelqu'un qui appartient à cette école pessimiste des relations internationales. Pas toujours tard, parce que les choses ne vont pas toujours très bien. C'est un démocrate, cependant. Il fait partie du Parti démocrate. Et c'est un patriote américain, oui. Mais ça n'est pas quelqu'un qui a prôné la domination des États-Unis sur le reste du monde. Si vous trouvez ça dans ce livre-là, ça n'est pas ça. Oui, allez-y. Alors, Médiamor, je suis étudiant en technologie de l'information. Je pense qu'on a pas mal parlé des États-Unis depuis tout à l'heure. Et Nicolas, tout à l'heure, nous a parlé d'un schisme au sein du monde occidental. Moi, je me pose une question au niveau du monde arabe, en tant qu'arabe, parce qu'aujourd'hui, je suis frappé de la léthargie dans laquelle se trouve le monde arabe, étant donné les événements depuis hier soir. En fait, je suis frappé de l'impuissance qu'on a d'assister devant ça. Certains pays qui sont impuissants, d'autres qui sont complices. Et aujourd'hui, je me pose la question, je me demande comment ça se fait que des pays comme la France, l'Allemagne et la Russie représentent plus mes intérêts ou mes opinions que le monde arabe. Alors, je suppose que quelqu'un comme M. Cash pourrait peut-être répondre. Comment ils sont là et depuis quand et sous l'aide de qui, pour expliquer dans quelle mesure ils représentent ou ils ne représentent pas leur peuple. Ça, c'est la première réponse élémentaire. Par exemple, l'Irak actuel. Bon. À un moment donné, je disais tout à l'heure dans mon intervention, il est gouverné, soi-disant, par le parti Baas, non? C'est le même parti qui gouverne en Syrie. Il est là depuis quand? Lorsque vous me dites qu'il a fait la guerre à l'Iran avec l'appui politique des États-Unis pendant 8 ans et l'argent de l'Arabie saoudite, tu le classes comment? Qatar, qui a la station là, Al Jazeera, la plus à gauche là, pendant l'autre guerre de Ben Laden. Bon, tu lis là dans les journaux qu'il y a 62 000 soldats américains chez eux, n'est-ce pas? Alors que la Turquie, qui n'est pas arabe, a refusé aux soldats américains l'accès au territoire, etc. Donc, ça vous aide à mieux. Lorsqu'on parle d'équilibre international, il y a quelque chose qui s'est passé il y a très longtemps dans la région. L'équilibre des forces a été tranché dans l'intérêt des Américains il y a très longtemps, au détriment de l'ex-empire britannique et l'ex-empire français, et la dernière en date, l'ex-Union soviétique. Et il y a des peuples qui sont démunis devant leur régime.
Ils ne peuvent rien faire. Bonsoir, mon nom est Elaji Gueye, je suis enseignant-chercheur. Ma question, elle est très simple. C'est de vous interpeller en tant que conférencier. C'est de savoir si vraiment, d'après vous, il existe un choc de civilisation. Et si tel est le cas, est-ce que ce choc est un choc convergent, divergent ou stagnant? Je vous remercie. Moi, je ne suis pas sûr qu'il y a un choc des civilisations, mais je crois qu'il y a des civilisations différentes dans le monde et qu'un des maux de notre monde, c'est que la grande puissance, la superpuissance américaine, n'est pas préparée à faire face à cette diversité. Est-ce qu'il y a un choc? J'espère qu'il y en aura le moins possible, mais il peut y en avoir. Et s'il y en a, est-ce que c'est divergent, convergent? Je souhaite bien que ce soit convergent, mais je crains qu'il puisse arriver que ça soit divergent et que ça soit stagnant. Et à l'heure actuelle, j'ai l'impression que c'est plutôt stagnant. Ceci ne veut pas dire qu'il faut faire un monde d'exclusion ou d'essentialisme où il n'y aura pas de mélange des civilisations. Bien au contraire, moi je suis quelqu'un qui parle en faveur de l'immigration au Québec et d'une culture québécoise en évolution constante, culture pluraliste. Mais il y en a une culture québécoise qui évolue, qui change, qui n'est pas celle qu'elle était hier, qui n'est pas celle qu'elle sera demain, mais il y en a une, et qui est différente de ce qu'on voit au Canada anglais. Et Dieu merci, nous aménageons nos chocs ici, et il y en a des chocs, on l'a vécu. Dieu merci, nous les aménageons pas trop mal par rapport à ce qui s'est passé en ex-Yougoslavie. Merci. Alors voilà ma réponse et ma conclusion. Monsieur Saint-Michel. Moi, je pense qu'il y aura toujours des conflits. Il y aura toujours des conflits parce qu'il y a des intérêts divergents, il y a des besoins, des attentes divergentes, autant au niveau des individus, à l'intérieur des familles, dans les institutions, dans les sociétés, dans les nations. Il y en aura toujours, je pense. Cependant, je pense que dans les efforts que l'on fait pour favoriser le multiculturalisme ou la rencontre intercivilisationnelle ou interculturelle ou interreligieuse, là, on est toujours porté, d'ailleurs, Huntington en parle à un moment donné, il dit savoir miser sur nos points communs. Je pense qu'il faut savoir aussi, dans les chocs que nous vivons, être capable de prendre en considération nos différences et nos divergences. Parce que chercher juste nos points de convergence ou nos points de ressemblance, on risque de courir après un idéal inatteignable ou d'être dans une espèce d'angélisme. Je crois, moi, qu'on a à prendre conscience et à travailler avec nos différences et avec nos divergences également. Merci. Si vous me permettez un tout petit mot. Quelqu'un faisait remarquer tout à l'heure qu'on a beaucoup parlé des Américains. C'est un fait que dans le livre de Samuel Huntington, lorsqu'il parle du choc des civilisations, il ne situe pas les États-Unis, pour être plus précis, là, par rapport au reste du monde, mais il situe l'Occident. Probablement qu'avec la fracture qui vient de se passer sur le plan diplomatique ou politique ces dernières semaines, à l'intérieur de l'Occident, s'il réécrivait son livre, je serais intéressé de savoir quelle analyse il ferait, quel discours il tiendrait. Mais dans son livre, il parle de l'Occident versus les autres civilisations. Et lorsqu'il analyse en détail les autres civilisations, il analyse ceux qu'il campe un petit peu comme, je dirais, les opposants, ceux actuellement qui sont en moyen, en puissance, de tenir tête à l'Occident et à remettre en cause son hégémonie. La Chine et ce que lui appelle la civilisation musulmane. C'est certain que ce soir, on a beaucoup parlé. Monsieur a même dit que j'avais une tendance anti-américaine.
Pourquoi on remet en cause les Américains actuellement? Dans le contexte où on se trouve, c'est vrai que les Américains ont contribué à la mise en place de la Société des Nations. Ils ont contribué à la mise en place de l'ONU. Sauf que, comment je peux dire, on assiste actuellement de façon plus manifeste que d'habitude, mais les États-Unis ne sont pas les seuls là-dedans. Là. Le Canada a joué ce jeu-là et beaucoup de pays dans le monde. Hein. D'un côté, on réclame d'un pays qu'il respecte les résolutions de l'ONU, alors qu'on ne se soucie pas depuis des décennies que d'autres pays ne respectent pas les résolutions répétées de l'ONU qui les concernent. Et quand les États-Unis voient, ils ont contribué à mettre en place une organisation, l'ONU, avec des règles du jeu, et lorsqu'ils voient que les règles du jeu jouent contre eux, par exemple, ils ne réussissent pas à rassembler au Conseil de sécurité le nombre suffisant de 9 votes, lorsqu'ils voient qu'une des puissances qui a le droit de veto, ils l'ont exercé souvent, le droit de veto, eux, ça ne les a jamais gênés. Ils n'ont pas interprété que lorsqu'ils exerçaient le droit de veto ou lorsque l'URSS le faisait, qu'ils jouaient contre la démocratie mondiale. Hein? Mais là, actuellement, une puissance, un État qui a le droit de veto, laisse entendre qu'il va l'utiliser, et là, tout à coup, ça devient le pire des scénarios, et on commence à déblatérer contre la France et ceux qui sont derrière lui. Le problème, vous voyez, c'est que les États-Unis disent vouloir établir certaines règles du jeu. Ils les respectent tant que c'est eux qui contrôlent les règles du jeu actuellement, là, et tant que les règles du jeu sont dans leur intérêt. Sur la démocratie, il y aurait long à parler. Merci. Monsieur Cash. Oui, par rapport au choc, il y a surtout choc, mais il y a eu toujours entre les nations, je dirais, pas entre les civilisations, à travers l'histoire ou entre les empires et les peuples, des contacts, des échanges liés historiquement à un phénomène de pouvoir. Le bobo, c'est le pouvoir, c'est-à-dire on n'est pas dans un club à échanger la cuisine libanaise contre la cuisine québécoise. Il s'agit de vainqueurs, vaincus, de gouverneurs, gouvernés. Qui va avoir la même mise ou la maîtrise sur la planète? C'est ça qui est en question dans toute tendance universelle chez les empires. Et actuellement, on est en train de parler de l'empire américain. Le problème qui se pose pour moi, peut-être c'est utopiste, c'est que moi, je fais valoir dans ce genre de situation, je ne partage pas l'avis que plus on est grand, plus on est puissant, plus on est juste. C'est ça le drame. Parce qu'on attend du plus fort d'être le plus juste. Alors, ça va à l'encontre de ma lecture historique. Ce n'est pas le cas tout le temps. Et le problème qui est soulevé actuellement, tout le monde reconnaît que les États-Unis, c'est ridicule, là. On ne parle pas de guerre. Là. Entre les États-Unis et l'Irak, ils peuvent choisir demain n'importe quel pays. C'est démesuré sur le plan rapport de force. Donc, ce qui était attendu de ceux qui ont cru à ce système ou slogan moderne, libéral, etc., à ce que la puissance la plus puissante soit la plus équilibrée et la plus juste. Et c'est ça qui crée problème actuellement, parce que moi, je fais partie de cette école un peu à la façon de Hannah Arendt, qui parlait de rapport entre le supérieur et l'autre en termes de pensée élargie, c'est-à-dire pouvoir se mettre dans la peau de l'autre pour traiter ses problèmes. Or, ce n'est pas le cas, malheureusement. Lorsque on écoute actuellement le discours développé à partir de l'autre, avec majuscule, moi je dis c'était le beau vieux temps de l'Empire britannique. Ils avaient au moins des anthropologues et des orientalistes plus développés pour connaître qui est qui en Inde ou qui est qui dans le monde arabe que l'orientalisme actuel de M. Wolfowitz ou les conseillers autour de l'administration américaine. Merci. Alors, merci à M. Sohail Cash, professeur retraité de l'Université libanaise, professeur associé à l'Université Laval, M. Louis Balthazar, professeur en sciences politiques à l'Université Laval, titulaire par intérim de la chaire d'études stratégiques Raoul Dandurand de l'UQAM, M. Guy Saint-Michel, coordonnateur des programmes d'animation religieuse à l'Université Laval. Merci beaucoup.
Les conférences de la chaire publique de l'Allier constituent un savoir en partage. C'est l'occasion de favoriser les débats, d'affirmer le sens critique et de promouvoir la vulgarisation des connaissances à l'égard des grandes préoccupations actuelles.